Joel Embiid est un MVP en puissance de ce début de saison, malgré un bilan un peu cata. On voulait absolument parler de Joel Embiid. On voulait parler de Joel Embiid parce que tout le monde a pu suivre ce match samedi soir à 18h. Putain, les matchs de NBA à 18h, c'est quand même le meilleur truc qui puisse arriver. Ce Détroit face à Philadelphie et cette performance monstrueuse, mais monstrueuse de Joel Embiid qui à la mi-temps face à Dédé Drummond, un vrai gars de la conférence Est, était à 32 points et 9 rebonds. Joel Embiid fait un début de saison magnifique. Voici ses stats avant le match d'hier soir, parce que Polo a fait le petit tableau dimanche soir, des stats donc de MVP, presque 30 points de moyenne, 12 rebonds, 2,3 blocs, avec 34 minutes de temps de jeu. C'est pas non plus un temps de jeu mirobolant, mais Joel Embiid en ce 34 minutes, c'est pas énorme. Correct. Ah mais oui, mais attends, les plus, ils jouent à 38, hein. Oui, c'est des temps de jeu sérieux quand même. C'est pour un pivot en plus, non, je trouve ça sérieux. Non, ce qu'on appelle un gros temps de jeu, c'est 38. 34, ça fait 4 minutes, c'est énorme. Trouve-moi un pivot qui joue 38 minutes dans Moi, je vais te trouver ça pendant que je te lance sur Joel Embiid et ce début de saison individuellement très réussi. Cet été, j'ai eu la chance d'être en Croatie avec Rémi Reverchand, que vous connaissez tous, qui présente NBA Extra à la perfection. Et on a eu un débat sur Joel Embiid. Il me disait j'y crois pas trop. Il est trop sur Twitter. Il a trop d's'égare. Il s'égare un petit peu trop. Et puis physiquement, j'ai l'impression que son corps va pas forcément suivre. Je pense pas vraiment. Je crois qu'il est enfin OK avec son corps, que ça le suit. Et j'ai l'impression que c'est un mec vraiment qui va marcher sur la ligue. Et ce qu'il fait sur ce début de saison, c'est plutôt moi, Rémi, désolé de te le dire, mon ami, c'est moi qui avais raison, parce qu'il est déjà à plus de 7 matchs à 30 points ou plus sur la saison. Et moi, il me paraît inarrêtable, si on dépasse d'abord même le 1-1 avec Drummond, où là, j'ai l'impression qu'ils ne font pas le même sport. Il est quand même exceptionnel au large. À l'intérieur, il prend beaucoup de rebonds. Maintenant, il est bon en défense, très bon en défense. Non, mais il est des deux côtés du terrain. C'est un mec vraiment qui sera MVP. Je ne sais pas si cette année le sera. Il y en a qui sont en tout cas, il a le potentiel pour l'être. Tu veux dire. Défenseur de l'année, c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut prétendre à tous les trophées individuels. Bon, à part Rookie de l'année et MIP, parce qu'il est déjà coach de l'année aussi. C'est chaud, gros. Ou coach de l'année. Si lui, il est le coach de l'année, je comprends plus rien, gros, la NBA. Et voilà, en tout cas, c'est pour moi une évolution. C'est un mec qu'on a dit, c'est le nouveau Olajuwon, mais moderne, avec en plus un peu plus au large, qui peut mettre des tirs. Non, aujourd'hui, regardez Joel Embiid, c'est un grand bonheur. Et il surfe. Il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter. Je regarde Al Horford. À pas leur Horford, surtout en play-off, pour l'instant c'est sa kryptonite à notre cher Joel Embiid. Je regardais un peu ses matchs du coup en préparant l'émission. Notre ami cette année a quand même lâché 2-3 performances de grande qualité. Donc il a marqué 41 points contre les Clippers dans une victoire et 13 rebonds. Les fameux donc 39 points et 17 rebonds face à Détroit et ce post Instagram incroyable juste après parce qu'on sait qu'il y a une grosse bisbille entre les deux. C'est vraiment une des rivalités. En fait, ils s'amusent parce qu'on le voit. Tu sais pourquoi ? Je pense qu'il n'y a pas de haine. En fait, ils se régalent tous les deux parce qu'à un moment, Drummond est par terre et il le relève, ça se met une petite table. C'est une petite table sur les fesses et tout ça. Il avait dit avant le match, j'ai des biens immobiliers dans la tête de les Drummond et après le match, il a mis ça sur Instagram, des Drummond qui dansent le doogie follement. C'est tout à fait le genre de truc qu'on aime. Continuons. C'est Joel Embiid là qui danse. Hein. Ah bah non, c'est des Drummond. Sur le truc de Joel Embiid. Okay. Tu l'as, c'est bon ? D'accord, oui, je l'ai. Tu reconnais que c'est Dédé Drummond ? Oui, regarde sa tête. Oui, c'est bon. Ok, donc voilà, ses performances incroyables. Et on rappelle que son record en carrière, c'est 46 points au Staples Center l'année dernière. Donc là, il est à 41 points, 39 points. On peut l'imaginer atteindre les 50 points cette saison. Ce sera le 5e joueur à réaliser cette performance incroyable. Mais parce qu'il y a un énorme mais, on est un peu déçu par ce début de saison collectif des Sixers. Ben Simmons n'est pas aussi impactant que l'année dernière. Tu as J.J. Redick qui est sorti du 5, qui lui, par contre, assure toujours autant. Je l'ai annoncé meilleur 6e homme de la saison. Et je pense que mon prono pour l'instant a de la gueule. Il a complètement, incroyable. 6 victoires, 5 défaites. Ils sont 25e au rating offensif. Ils sont 5e à l'Est, certes, mais et défensivement, ça assure toujours. Alors, on sent qu'en attaque, c'est grippé. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces premiers matchs, Erwan ? Je pense qu'il y avait un souci l'année dernière très important de cette équipe, c'était les pertes de balles et qui n'a pas été rectifié cette saison. Et c'était quand même ce qui leur a coûté très cher, notamment, on se souvient de la série face à Boston. Ils perdent 2 matchs très importants et sur des pertes de balles à la fin, on se souvient notamment de ces remises côté ou 2 sorties de temps mort. Ils font un système. Brett Brown, son premier match NBA, c'est pas choquant, quoi. Donc, je pense que là-dessus, ils ont vraiment pas rectifié ce problème de perte de balles. Maintenant, ils ont intégré aussi Markel Fultz sur le poste de meneur. Il est poste 1, poste 2. Et j'ai l'impression que du coup, on perd beaucoup en spacing et qu'on se marche un petit peu dessus, même s'il y a eu des ajustements de Brett Brown, Tom, il n'y a pas si longtemps que ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui,
on a l'impression que, et pourtant c'est bizarre de dire ça, mais Ben Simmons et Markelle Fultz sont clairement le même profil de joueur. Pas la même taille, pas le même physique, pas exactement les mêmes qualités. Et pourtant, ce sont deux meneurs de jeu aujourd'hui qui aiment courir dans les espaces, avoir la transition parce que ce sont des physiques incroyables, mais qui sont incapables d'être efficaces à plus de 3 mètres du cercle. Markelle Fultz est un joueur sur des speed moves qui va te faire des trucs, sur les tirs drop. Il a progressé avec sa mécanique de tir, soit avec des lancers francs et le tir à mi-distance. Dès qu'il tire à 3 points, mon pote, et on a cette petite vidéo, c'est calamiteux. On peut faire poker sur lui apparemment. Mais d'ailleurs, les défenses font poker. Regarde-moi ce tir incroyable. Alors, regarde, c'est lui qui a la balle, il a arrêté son dribble, il récupère. La défense de Dinwiddie, il est à 10 mètres de lui. Là, il n'y a rien. Là, y a rien qui va. Il le prend à contre-cœur. La gestuelle n'est pas bonne. Tu sens qu'il le prend vraiment pour dire bon, allez, vas-y, il faut le prendre. Et que ça rase, tu vois. Non, mais le problème, c'est que on attend autre chose de toi, quoi. Tu vois. Donc, du coup, on se retrouve avec Ben Simmons et Markelle Fultz qui ont exactement le même profil, qui aiment avoir la balle en main et scorer dans la transition. Et très peu de spacing parce que Dario Saric fait pas un très bon début de saison. Joel Embiid, c'est pas la chance risque à 3 points et Covington lui peut le faire, mais donc du coup tu as deux mecs qui ont besoin de la balle, de courir, et quand il y a pas d'espace, ils sont dans la merde. Il y a trop de joueurs pour l'instant sur ce début de saison chez les Sixers qui sont sur courant alternatif. Robert Covington, mais ça on le savait. Saric était un petit peu plus solide les saisons précédentes, il me semble. Il y a 2 ans et l'année dernière. Là cette année, je le trouve un petit peu dans le dur, un petit peu perdu aussi sur le terrain, donc du coup shoot beaucoup, refuse pas grand-chose notre ami Dario Saric. Alors quand il met, très bien, ça le met dans le rythme, mais quand il met pas, ça lui casse complètement son rythme parce que j'ai l'impression qu'il pour l'instant il n'est plus que dans ça. Les stats, vite fait sur Saric, les stats de Saric, il a 9,8 points. Bon, admettons, le problème c'est son pourcentage au tir. Il est à 34% au tir, dont un ignoble 23% à 3 points, sachant qu'il en prend 5 par match. Moi c'est ce qui me... C'est flagrant. C'est ce qui me fait un peu mal quand je regarde les Sixers, c'est que je trouve qu'il prend beaucoup de tirs, le père Dario, il se rend pas spécialement service et il rend pas service à son équipe. Aujourd'hui, Brent Brown a un énorme chantier devant lui, il a une équipe avec du talent, il faut qu'il trouve comment trouver de l'espace avec ces joueurs-là. Et de bonnes rotations aussi. Mais aujourd'hui, il y a un vrai souci autour de Markelle Fultz. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on insiste? On le lance? Parce que sur le poste 2, tu viens de le dire, c'est très compliqué pour lui. Dans un basket moderne, tu peux pas mettre dedans. Surtout que quand tu as Kenya Samet qui rentre et JJ Redick qui arrive, qui mettent dedans. Qu'est-ce qu'on fait de ce mec-là, quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est pas très dérangeant de le mettre ou pas dans le 5 majeur. C'est-à-dire que le 5 majeur, il va jouer ensemble, admettons, sur les 6-7 premières minutes. Et puis JJ Redick est un titulaire remplaçant dès qu'il entre sur le terrain. Oui, il finit les matchs, mais surtout, dès qu'il entre sur le terrain, le jeu se base aussi sur lui. Et l'année dernière, on a vu 2 fois jouer les Sixers, et à chaque fois, on est incroyablement bluffé par sa capacité à prendre des écrans et à quel point les meneurs de jeu de son équipe, TJ McConnell ou Ben Simmons, le cherchent. Donc, c'est pas important. Par contre, il faut arrêter avec cette association plus de 10 minutes entre Ben Simmons et Markelle Fultz. Il faut qu'il y ait des shooters sur le terrain. Donc, réponds-moi, est-ce qu'on redonne le poste de meneur clairement à Ben Simmons? Non, je pense parce que tu peux te griller Markelle Fultz. Pour moi, Markelle Fultz, il faut qu'il joue. Il a des qualités indéniables de basketteur. On sent que quand il a la balle, il est spécial. Maintenant, c'est un rookie. Ils sont pas dans la mouise. Évidemment, ils finissent à 5 victoires et 20 défaites à Noël, eh bien là, j'espère qu'ils auront fait un changement d'ici là. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai l'impression que Markelle Fultz est un problème, mais c'est la structure de l'équipe qui pose problème. Tu vois, tu t'as parlé de Saric, tu as parlé de plein de petits joueurs comme ça. Muscala fait du bon taf, il prend des crises à 3 points. Là, pour le coup, c'est la bonne surprise. Mais on sait que c'est un joueur correct. Ils ont perdu Ilyasova et Bellinelli, et ils ont du mal à retrouver ces espèces de pétards ambulants derrière la ligne à 3 points qui vous feraient du spacing. Donc c'est la structure des clips globale qui pose problème plus que Markelle Fultz seulement. Donc c'est clairement Brett Brown, je comprends tout à fait. Donc c'est clairement Brett Brown qui doit peut-être faire évoluer, un petit peu modifier certaines formes de jeu. Oui, moi, parce que oui, complètement, bien sûr. Dites-nous dans les commentaires, mais en tout cas, ça me saute chaque fois aux yeux. On a l'impression de se marcher dessus, quoi. Il y a souvent Joel Embiid et 4 en fer à cheval autour, et j'ai l'impression qu'on se marche beaucoup dessus. Et Ben Simmons, qui est un avaleur d'espace, souvent il va driver, puis il y a des mecs qui coupent au milieu, et puis ou alors c'est Joel Embiid qui est en train de poster. Donc j'ai l'impression que Ben Simmons trouve beaucoup moins d'espace que par la saison dernière. Ben Simmons, toutes ses stats en baisse, à part les rebonds. Exactement. L'année dernière, il était à 15,8 points, 8,2 assists, 8,1 rebonds, 1,7 steals. Je regarde ses pourcentages. Il était à 54% au tir et un évident 0% à 3 points. Et cette année, il a donc 13,9, 9,3 rebonds, ça augmente, et 7,5 passes. Alors c'est pas cata, il a 50% au tir, il prend 2 tirs de moins que l'année dernière. Et quand on parle d'impact par rapport aux joueurs,
notre ami Ben Simmons, par moment, il disparaît. Alors Lonzo Ball a ce truc-là aussi, par moment, on ne le voit pas. Mais Ben Simmons est en avance sur ce type de joueur et on aimerait qu'à chaque match, il ait un impact conséquent. Il n'y a pas que Joel Embiid qui doit avoir de l'impact sur tous les matchs. Ben Simmons est de cette trempe-là et il faut qu'à chaque match, on sente qu'il veuille dominer l'adversaire et c'est pas toujours le cas. Mais tu vois, quand on comparait Ben Simmons à LeBron James un peu avec ce poste, ce mec qui joue meneur, mais quand il joue 4 aussi, c'est un petit peu LeBron quand il jouait 4 à Cleveland. Mais est-ce que LeBron avait un meneur fort à côté de lui? Où il avait Kyrie qui était plus décalé. En tant que il était plus avec un Kyrie en poste 2, tu vois. Et là, du coup, avec Markel Fultz qui lui aussi monte la balle, du coup, c'est à partir du moment où Markel Fultz monte aussi la balle sur un poste 4, j'ai l'impression qu'il a du mal à. En fait, le ballon lui manque presque, tu vois, pour créer. Et à partir de là où il peut pas mettre un tir extérieur, c'est compliqué pour lui. Il peut pas mettre un tir extérieur. Il ne peut pas. Je pense qu'enfin concours à 3 points, je suis sûr que je peux le prendre. Franchement, je serais déçu que tu le prennes pas. Premier à 10. Franchement, après c'est un pro, tu connais. Après, c'est un pro. Tu regardes à l'échauffement, ils mettent dedans. Jurisprudence, les gars. Ronny Turiaf, je me souviens toute ma vie, mon gars, il est venu s'entraîner. Ronny Turiaf, la famille, tu vois, genre, jamais t'imagines que c'est un. Gros. Il a pris la balle. Déjà, il rate pas un tir. Derrière, il faisait un contre un avec des espoirs. Gros, il mettait tac-tac, tac-back. Je fais, ouais. Parenthèse l'année dernière, quand on a fait la vidéo là, pour SFR, on a fait un concours de tir avec les joueurs français All-Star. Ah oui. Les William Howard, les Louis Laberry. Qui sont des bons joueurs capables de mettre des tirs, mais c'est pas des shooters. Louis Laberry, j'entends, mais bon. Mais frère, ils ont mis dedans comme des cochons. Non, avec il y avait Eli Kobo. Il y avait Eli Kobo. Le meilleur exemple, c'était Jérémy Enzeli, forcément, qui peut mettre des tirs occasionnellement. Bon, un peu moins cette année, mais tu vois, t'es surpris. Non, les mecs, c'est leur taf. Encore heureux qu'ils mettent dedans. Mais c'est des tirs en place. William, il shootait de la touche. Ouais, et de derrière la ligne à 0 degré. Et donc, il était à moins 15 degrés quand il tirait. Et il mettait des filoches. Donc oui, on s'est toujours surpris. Ce concours d'ailleurs. J'avais été dramatique, c'est vrai. J'avais pas touché une balle depuis 3 semaines. On s'est bien foutu de ma gueule. J'ai dû payer 700 € à la fin de la banque. Là, j'étais mal. D'ailleurs, depuis, je suis toujours mal. Rends-moi mes 220 €, Erwan, s'il te plaît. De vendredi soir, bien sûr. Couper des bouteilles en boîte, c'est important. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe de Philadelphie? Je vais aller chercher leur petit calendrier. Moi, je suis très curieux de voir l'évolution que Brett Brown va vouloir amener à cette équipe-là. C'est important. Alors, ok, Markel Fultz, il semble lui faire confiance, il semble vouloir le mettre sur le terrain. Grand bien lui fasse. Maintenant, il faut qu'il y ait une cohérence. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et je vais même envie de te dire, le bilan, il n'est pas catastrophique. Ils sont 5e de la conférence Est. Non. C'est pas génial, mais c'est plutôt correct. Mais ils sont en retard par rapport à leurs espoirs de début de saison. Ouais, mais même ils sont en retard par rapport à leurs adversaires directs. Je pense à Toronto, je pense à Boston qui petit à petit se met en place. Oui, Milwaukee, je t'en parle pas. Donc, ils sont pour l'instant en retard. Et Brett Brown doit... Et tu te souviens, l'année dernière, j'avais dit, pour moi, leur première limite, elle va arriver au niveau du coach. Tu m'avais dit, il faut lui laisser une année. Non, mais il faut lui laisser une année. Très bien, oui, il faut lui laisser très bien tonton. Maintenant, montre-nous qu'avec Fultz, tu peux jouer avec Fultz, Simmons et Embiid, qui ont des responsabilités et surtout qui ont des espaces pour s'exprimer. Pour l'instant, il n'y en a qu'un qui a des espaces, c'est Joel Embiid. Tout à fait. Alors, le programme, on sait qu'ils ont perdu contre Brooklyn hier soir, 122-97. Elle est vilaine, cette défaite face à une bonne équipe de Brooklyn, mais normalement, tu dois taper ce genre de team. Tu joues contre Indiana, mardi soir. Vrai duel de la conférence Est, régalade. Charlotte de Tony Parker et Nico Batum. Encore une fois, Memphis. Memphis est dans tous les bons coups. Ensuite, Miami, Orlando, Utah. Donc, tu as un calendrier qui doit te permettre normalement de te rassurer, d'après moi, si tu arrives à enchaîner les bonnes performances et non les contre-performances comme contre Brooklyn. C'est des très bons tests face à des concurrents directs. Indiana, ça marche fort. Ils sont offerts les Celtics après un match de bonhomme. Charlotte, c'est une équipe qui veut jouer les playoffs, ça doit taper. À Memphis, c'est jamais simple d'y aller. À Miami, non, mais c'est très bien. Et à Orlando, un petit road trip. Donc je suis très curieux de voir. Je vais vraiment regarder ça, moi, voir l'évolution un petit peu, que chacun trouve un petit peu ses moments. Et Dario Saric, je vais me rapprocher un peu plus du cercle aussi, parce que pour l'instant, il enlève les peintures. 23%. Du cercle, calamiteux Dario Saric avec des tirs rarement pris dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'un mec qui est comme ça dans sa tête. Tu vois, trust the process, c'est la première fois qu'on savait qu'il y avait... Non, mais bien sûr qu'on y croit, mais il y avait beaucoup d'empathie pour cette équipe. Oh, ils ont des blessés, oh, les pauvres, oh, mais c'est dur, oh, le bilan, ils sont... Et puis voilà, bon, maintenant, ils sont rentrés dans la cour des grands, donc on va les juger aussi comme la cour des grands. C'est aussi important pour eux de se mettre aussi avec ce costume-là de top 3 favoris de la conférence Est. Pour finir, il y a un commentaire de Super May qui dit « Shooter en game et shooter au repos pour le plaisir, c'est pas la même, Erwan. Bonne chance. » Merci, gros, du conseil. Il y a vraiment des bricasses et moi, je mets dedans, je te dis. Mais t'as tout à
à fait raison. On connaît les mecs qui mettent dedans, comme sur des concours là, en bois, et mettent des tirs à match. Évidemment, c'est pas le même sport. C'est clair. Est-ce que vous avez vu le reportage sur les cheveux d'Evan Fournier? Eh bien, je t'en prie, maintenant, c'est l'heure du petit garbage time. Merci de nous avoir suivis, en tout cas sur YouTube. Vous mettez les commentaires. On vous rappelle, c'est 4 vidéos tous les lundis de 10 à 15 minutes. Et puis voilà, le jeudi, le First Day Show. Et l'arrivée, normalement, la semaine prochaine de notre émission, vous pourrez appeler pour débattre avec nous en direct de 19h30 à 21h tous les mardis soirs pour débattre sur 3, 4, 5 sujets avec les comptes FR, avec des journalistes basket et puis surtout de la rigolade comme d'habitude et un peu d'expertise parce que ça peut nous arriver, il paraît. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc jeudi pour un nouveau First Day Show. On embrasse évidemment YouTube.